Bonsoir à toutes et à tous, l'heure de l'information, bienvenue dans la grande édition de la 7. À la une de l'actualité, nous ferons focus sur la gestion des déchets et eaux usagées qui continue d'être un véritable défi aux communes et aux districts autonomes du Grand Lomé. Au menu, le démarrage effectif de l'examen du certificat du premier degré. Ils sont au total 207 317 candidats à y prendre part, vous le verrez. À l'international, au Kenya, le bilan du massacre de Shakahola, où se réunissait une secte évangélique prônant le jeûne extrême pour rencontrer Jésus, s'élève à 303 morts après la découverte de 19 nouveaux corps. Les précisions dans un instant. Et puis aux États-Unis, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, s'est prononcé ce mardi quant au chef d'accusation porté contre lui et relative à la gestion négligente de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Place au développement. Intéressons-nous à l'éducation à l'entame de ce journal. Ils sont au total 207 317 candidats à prendre part depuis hier à l'examen de certificat du premier degré démarré sur l'ensemble du territoire national. 1304 centres d'écrit accueillent donc ces candidats qui, pendant 3 jours, vont donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'obtenir leur ticket d'entrée au collège. Le point d'Afzal Gandé avec la voix de Félicité Chapla. Deuxième jour ce mercredi de l'examen du certificat de fin d'études de premier degré démarré le mardi dernier sur l'ensemble du territoire national. Pour le compte de cette année scolaire 2022-2023, ils sont au total à 207 317 candidats repartis dans 1304 centres d'écrit. C'est cet examen qui leur ouvrira la porte des collèges. Pendant 3 jours, les candidats seront examinés sur les différents cours reçus au cours de l'année. C'est avec l'épreuve d'études de test que les hostilités ont démarré. S'en sont suivies les épreuves de rédaction, problèmes et histoire-géographie. Pour rappel, le taux de réussite du CEPD de l'année dernière était de 93,30%, légèrement élevé à celui de l'année 2021 qui était de 81,8%. Tout en espérant un taux de réussite de 100% cette année, l'on ne peut que souhaiter une bonne chance à tous les candidats. Parlons investissement à présent. Seulement pour le compte du premier trimestre de cette année, en tout 4 projets d'investissement ont été agréés avec une prédominance des investissements directs étrangers. Les précisions dans le récit qui suit. Selon un rapport récemment rendu officiel par les autorités togolaises, 4 nouveaux projets d'investissement ont été validés par le Togo au cours des 3 premiers mois de l'année en cours, ceci pour un montant global de 19 milliards de francs CFA. Dans les détails, 3 de ces 4 projets ont été agréés au Code des investisseurs pour un coût total d'environ 18 milliards de francs CFA et le dernier a été approuvé au statut de zone franche pour un montant d'1 milliard de francs CFA. Aussi, ces projets sont majoritairement dominés par des ressources étrangères, à l'instar de celles de l'île Maurice et de la France. 80% d'entre eux, agréés au Code des investissements, soit 15 milliards, viennent de l'île, alors que le projet de la zone franche provient de la France. À l'interne, 2 projets portent des investissements nationaux directs représentant environ 3 milliards de francs CFA, soit 16% du montant total des projets d'investissement agréés au premier trimestre de cette année. À titre de rappel, c'est un total de 36 projets d'investissement qui a été agréé au cours de l'année 2022, dont 24 étaient ceux directs étrangers. La gestion des déchets et aux usagers continue d'être un véritable défi aux communes et aux districts autonomes du Grand Lomé. Et pour cause, le pays connaît depuis 2005 une urbanisation importante avec plus de 40% de sa population vivant dans les villes. Cependant, à cause de l'inexistence ou de la faiblesse des dispositifs de gestion de déchets, ceux-ci deviennent un problème majeur de salubrité publique. Kofi Kligé s'est intéressé au sujet. Voici ce qu'il nous propose. La gestion efficace des déchets est donc un défi majeur de toutes les communes de notre pays, y compris le district autonome du Grand Lomé. Fin de citation.
C'est ce que déclarait le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, M. Payado Aboupessi, lors du lancement d'un nouveau projet de gestion de déchets. En réalité, les communes font face à la récurrence des dépotoirs sauvages et à une mauvaise gestion des eaux usées dans les ménages et dans les entreprises. Une situation dont les racines ne sont autres que l'explosion démographique, couplée avec l'urbanisation plus rapide dans ces dernières décennies. En 2005, le Togo a déjà commencé par enregistrer une urbanisation importante avec plus de 40% de sa population vivant dans les villes. Cette augmentation de la population urbaine, combinée avec l'absence par endroits et faiblesse des dispositifs de gestion des déchets, pose un problème de salubrité publique puisque la décharge d'Agoé était dépassée par les ordures. Le centre d'enfouissement technique d'Akepe a été construit pour une gestion durable des déchets depuis avril 2018. 5 ans après, le problème demeure. L'ampleur croissante des volumes de déchets non gérés contribue significativement à la dégradation des sols, des eaux, à la perte de la biodiversité, mais également aux inondations. Fin des opérations de recensement. Ce mercredi 14 juin 2023 prennent fin officiellement les opérations de recensement lancées le 29 avril dernier pour les futures élections législatives et régionales. Ceci étant, les étapes post-recensement s'en suivront. Celles-ci concernent entre autres les proclamations des résultats relatifs au nombre de personnes enrôlées et la fixation des dates des élections. Pour rappel, les opérations de recensement devraient prendre fin le 3 juin passé, mais leur déroulement a été marqué par des prolongements dans toutes les zones. Engagé contre les pratiques allant à l'encontre des mœurs de plus en plus croissantes dans le pays, la police nationale togolaise vient de mettre la main sur un réseau de proxénétisme organisateur d'un événement malsain, une soirée qui est censée rassembler hommes et femmes pour des relations intimes. Les précisions. Les pratiques allant dans le sens de la dépravation des mœurs ne cessent de prendre de l'ampleur au Togo et les autorités ne ménagent aucun effort pour y faire face ou y mettre fin. Après l'interpellation du nommé Djoti Kossié Liklim alias Bobo Perita pour des faits d'outrage public à la pudeur et aux bonnes mœurs et le communiqué du ministère de la Culture relatif aux paroles et images obscènes devenues une mode dans la musique, la police vient de mettre la main sur 3 individus appartenant à un réseau de proxénétisme opérant dans la ville de Lomé et ses environs. Dans les faits, tout part de l'annonce sur les réseaux sociaux d'une soirée dénommée spéciale par tous partis, illustrée par des images obscènes qui portent atteinte aux mœurs et qui devraient regrouper des femmes et des hommes pour des relations sexuelles. L'annonce ayant attiré l'attention de la police nationale, il s'est révélé suite à une enquête que les initiateurs, les nommés Marus âgés de 24 ans, Odile 23 ans, Rina 18 ans, tous de nationalité togolaise, sont à la tête d'un vaste réseau de proxénétisme. L'un d'entre eux, Marus, détient un répertoire de filles travailleuses de sexe qu'ils mettent à la disposition des hommes qui louent leurs services contre une certaine somme sur laquelle ils perçoivent une commission. Il s'est aussi avéré que ces genres d'événements punis par le code pénal togolais sont organisés de façon périodique dans la capitale togolaise. C'est l'occasion d'appeler à la vigilance et à la collaboration avec les forces de l'ordre pour la garantie des bonnes mœurs dans le pays. Le paludisme chez la femme enceinte est un problème majeur de santé publique en Afrique. Il a des conséquences bien sur la mère, le fœtus que le nouveau-né. Selon le récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la maladie, plus de 30 millions de femmes africaines enceintes risquent de subir des infections de Plasmodium falciparum. En Afrique subsaharienne, plus de 50 millions de femmes tombent enceintes chaque année et risquent d'être exposées au Plasmodium de falciparum, le parasite entraînant la forme la plus mortelle de paludisme dans le monde. Ces futures mères courent un grave danger ainsi que leurs bébés, puisque selon un rapport de l'OMS sur le paludisme, 200 000 nouveau-nés meurent chaque année à cause de la présence du paludisme pendant la grossesse, alors que la grossesse en elle-même affaiblit le système immunitaire de la femme et la rend très vulnérable. Face à ces statistiques, l'OMS recommande la quinine et la clindamycine aux femmes enceintes. Ce sont des médicaments qui traitent ces dernières au cours de leur premier trimestre de grossesse. À côté de cette approche, l'on peut aussi signaler l'utilisation des moustiquaires imprégnés car elles permettent de se protéger contre les piqûres des moustiques pendant le sommeil.
aussi d'avoir recours à un traitement préventif intermittent TPI à raison d'une prise de médicaments à chaque consultation prénatale, soit une fois par mois. Hors de nos frontières togolaises, John Frundi, l'éternel opposant de Paul Biya, est décédé en début de semaine à l'âge de 82 ans. Alors que les hommages fusent de partout en mémoire de l'ex-président du social-démocratique Front, certains se prononcent sur son parcours d'homme politique. Le point. Au Cameroun, les réactions pleuvent après la mort de John Frundi. Opposant historique de Paul Biya, le leader du Social Democratic Front est décédé peu avant minuit lundi à 81 ans, des suites d'une longue maladie. Il avait commencé sa carrière au RPDC avant de fonder le SDF en 1990, à la fin du régime du parti unique. Ni John Frundi pour le SDF était le guide, c'est-à-dire celui-là qui a tracé le sillon sur lequel nous marchons. L'homme qui, contre vents et marées, a imposé le retour au multipartisme au Cameroun le 26 mai 1990 et avec cela un ensemble de libertés individuelles et collectives accordées au peuple camerounais tout entier. John Frundi est arrivé second au présidentiel de 1992, 2004 et 2011. Ces dernières années, il a été contesté par des dirigeants du SDF qui l'ont accusé sans preuve d'être acheté par le pouvoir et de s'enrichir avec des fonds publics. Beaucoup de Camerounais sont morts. J'étais encore très jeune. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on l'a corrompu. Il a été convaincu par peut-être le pouvoir sur le place. Qu'en réalité, il faut vraiment être fort. Pourtant, il devait être vraiment un très grand modèle à suivre. Mais je retiens de lui, c'est vrai, on ne parle pas bien de moi, mais je retiens de lui qu'il va quand même aspirer au changement. Mais au bout du compte, on l'a toujours corrompu. Né près de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, John Frundi était un partisan d'une solution fédérale face aux appels d'indépendance de la région anglophone. Et pendant ce temps, au Kenya, le drame est loin de quitter d'aussitôt les mémoires. Le bilan du massacre de Chakaola est passé à 303 corps, retrouvés après environ 2 mois de découverte. Les victimes auraient été contraints de jeûner jusqu'à l'extrême pour pouvoir avoir la chance de rencontrer Jésus. Une recommandation faite par Paul Mackenzie, le responsable de la secte dont ces derniers étaient membres. 303 morts, le bilan de la secte de Paul Mackenzie au Kenya ne cesse de grimper. Mardi, 19 nouveaux corps ont été exhumés de la forêt de Chakaola, non loin de la ville côtière de Malindi. 2 mois après les premières découvertes, le nombre de victimes pourrait s'alourdir, plus de 600 personnes étant toujours déclarées disparues. Les recherches sont désormais étendues au-delà des 325 hectares d'origine, pour couvrir près de 15 000 hectares. La plupart des corps exhumés sont ceux des adeptes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, créée en 2003 par le pasteur Paul Mackenzie. Dans ses derniers prêches, cet ancien chauffeur de taxi prônait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. En détention depuis le 14 avril, il est poursuivi pour terrorisme, alors que 35 personnes sont présumées impliquées dans ce massacre. Cette affaire a suscité un vif émoi au Kenya. Les autorités sont critiquées pour leur inaction face au gisement du pasteur autoproclamé, pourtant arrêté à plusieurs reprises pour ses prêches extrêmes. Le massacre de Chakaola a également ravivé le débat sur l'encadrement des cultes dans ce pays majoritairement chrétien qui compte 4000 églises. L'opposition parlementaire sud-africaine n'est pas favorable quant au projet de loi adopté ce mardi et qui vise à instaurer une couverture santé universelle. Alors que le ministre de la Santé du pays salue cette avancée historique, les députés de l'opposition estiment que cette loi viendrait déstabiliser le service public de santé. En Afrique du Sud, les députés ont voté mardi à 205 voix contre 125 en faveur d'un projet de loi devant instaurer une couverture santé universelle. Le texte doit encore passer devant la Chambre haute du Parlement, le Conseil national des provinces, mais il fait débat. Les députés de l'opposition estiment que la loi NHI va déstabiliser le service public de santé déjà fragilisé au profit du secteur privé.
En revanche, le ministre de la Santé, Joe Palla, a salué une étape historique pour le projet de loi en élaboration depuis 12 ans, estimant qu'il s'agissait d'un des textes législatifs les plus révolutionnaires depuis la fin de l'apartheid il y a une trentaine d'années. Pour l'opposition, l'ANC poursuit sa politique de privatisation de toutes les entreprises publiques au lieu de les renforcer. Le texte prévoit que les tarifs seront fixés par l'État et la création d'un fonds financé par les impôts et des cotisations. Si la loi est promulguée, 9 millions sur 60 millions de Sud-Africains qui ont une assurance médicale devront être pris en charge par le système de santé publique. Et pendant ce temps, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, s'est prononcé ce mardi quant au chef d'accusation porté contre lui et relative à la gestion négligente des secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Il accuse Joe Biden d'un abus de pouvoir odieux. Accusé d'avoir conservé illégalement des secrets de la Maison-Blanche, l'ex-président Donald Trump dénonce une persécution politique savamment orchestrée par son adversaire Joe Biden. Devant ses partisans réunis dans son club de golf dans le New Jersey, il a accusé l'actuel président d'être corrompu et de s'en prendre à lui. C'est une persécution politique digne des régimes fascistes ou communistes. En tant que président dans cette affaire, il aurait fallu appliquer le Presidential Record Act et non l'Espionnage Act, ce qui n'est même pas mentionné dans cet acte d'accusation ridicule de 44 pages. En vertu de la loi sur les archives présidentielles, qui relève du droit civil et non du droit pénal, j'ai tout à fait le droit d'avoir ces documents. I had every right to have these documents. Quelques heures plus tôt à Miami, l'ancien président américain avait plaidé non coupable des charges à son encontre, ouvrant la voie à un procès historique qui pourrait impacter sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024. Rebondissement dans l'affaire de Karine Pial en France. Le mari de la disparue qui a signalé la disparition de son épouse le 3 avril dernier a été interpellé chez lui à Maché. Les enquêteurs doutent désormais de son récit. Le lieu-dit vendéen est bouclé par les gendarmes. Nouvelle perquisition au domicile des Pial ce matin. Michel Pial, le mari de Karine, disparu depuis près de 3 mois, a lui été interpellé et placé en garde à vue. Le mois dernier, nous avions rencontré Michel Pial après une première perquisition de la maison par les enquêteurs. J'ai rien à voir là-dedans, donc qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire chez moi, autour de moi, chez moi, tout ce qu'ils veulent. Et puis, parce qu'ils peuvent me tracer, moi, par rapport à mon téléphone, j'ai une vie on ne peut plus banale, donc c'est facile à voir. Il a toujours clamé son innocence et répété que Karine est partie volontairement, emportant avec elle des affaires, le 27 mars dernier. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de Karine, juste des nouvelles, juste pour libérer émotionnellement et rassurer tout le monde. Juste ça, ça suffira. Michel Pial reste présumé innocent. Qu'est-il arrivé à cette femme de 54 ans, mère de 5 enfants ? Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte après la découverte de son téléphone sans carte SIM le 9 avril dans ce fossé, à quelques kilomètres du domicile familial. Nous avons joint la sœur de Karine Pial par téléphone. Elle vient d'apprendre le placement en garde à vue de son beau-frère. Je ne veux pas imaginer qu'il ait fait quelque chose à ma sœur, je ne peux pas. Alors je sais bien que c'est pas parce qu'il est en garde à vue qu'il est coupable, hein, bien sûr, mais c'est pas rassurant, quoi. Dans la commune de Maché, la présence des gendarmes ce matin interroge les habitants. C'est un peu bizarre parce qu'en général c'est plutôt calme par ici. Je crois qu'il vaut mieux attendre des enquêteurs à faire leur travail. La garde à vue de Michel Pial peut durer 48 heures avant une potentielle présentation à un juge. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur la télé plus proche.